Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. Après une semaine d'absence, retour du menu crowdfunding, semaine d'absence pour cause de Tokyo Game Market, comme je vous l'avais dit dans le précédent menu crowdfunding, et pour être tout à fait honnête, et je ne sais pas si ça se voit, peut-être un petit peu quand même, mais je suis un peu, voire même totalement claqué. Je suis épuisé. Alors c'est pas uniquement à cause du menu crowdfunding, enfin je raconte n'importe quoi déjà, pas à cause uniquement du Tokyo Game Market, mais aussi parce que mon fils dort un petit peu moins récemment. Il me réveille très très tôt et ça pique. Peut-être à cause de la chaleur qui commence à arriver sur le Japon progressivement, ça va être bientôt la saison que je déteste le plus au Japon, la saison des pluies, suivie par un été bien chaud et humide, un petit peu dans une serre pendant 3 mois, génial. Mais bon, le Tokyo Game Market c'était aussi un petit peu fatigant dans le sens où j'ai dû me lever à 5h du matin samedi pour aller jusqu'à Tokyo, faire les 2 journées de salon avec beaucoup de marches, beaucoup de traductions français, anglais, japonais, et puis entre-temps aussi le samedi soir une soirée avec d'autres éditeurs de par le monde pour discuter un petit peu, faire des liens, faire des connexions. Un peu fatigué, mais bon, ça va malgré tout, et on revient pour un nouveau menu crowdfunding qui, encore une fois, sera un poil terne. Alors peut-être que le mot terne est un petit peu trop péjoratif par rapport à ce que je veux vraiment dire, mais disons que on va pas être sur une semaine encore une fois super enthousiasmante. Il y aura quand même quelques projets assez intéressants, quelques projets pas mal fagotés, quelques projets un petit peu surprises on va dire, mais bon, il n'y a quand même pas non plus de quoi se mettre la tête à l'envers, voilà, tout simplement. Et encore une fois, il n'y aura pas de dessert cette semaine, c'est quand même assez fréquent ces derniers mois, un petit peu triste mais fréquent. Ce sera le cas à nouveau, on aura donc des entrées et des plats principaux, mais pas de dessert, pas de projet véritablement supra-excitant cette semaine. Du coup, on est parti sans plus tarder, entrée, plat et toujours pas de dessert, donc encore une fois, comme je viens de le dire. C'est parti. On commence cette semaine par un premier projet du côté de chez GameFound. Il s'agit de Titan Zero, qui est le projet de King Raccoon. Le nom me dit quelque chose. C'était quoi déjà? Ah oui, Tsukuyomi, ou encore EOS plus récemment également. Donc une boîte qui a une petite réputation, notamment grâce à Tsukuyomi, soyons honnêtes, c'est le projet principal de cet éditeur, je pense. Et donc ils reviennent sur le devant de la scène. Enfin, sur le devant de la scène, c'est quand même une entrée. C'est pas non plus le devant de la scène, mais donc ils reviennent sur scène, en tout cas, pour une nouvelle campagne avec Titan Zero, qui est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, 60 minutes la partie, 14 ans et plus. On est sur un jeu avec des pouvoirs asymétriques, dans lequel eh bien, on va incarner des personnages qui auront à cœur de protéger la planète Terre de gros kaiju, donc de grosses créatures pas forcément très amicales qui veulent mettre fin à l'espèce humaine, on va dire. Hein. En gros, votre équipe, le TDO, je crois, Titan Defense Organization, quelque chose comme ça, a réussi à terrasser Gaïa, le premier gros kaiju qui est apparu sur Terre, et tous ses petits frères et sœurs se réunissent sur la Terre pour essayer de la réduire à néant et se venger de la mort de leur sœur, ou de leur mère, je ne sais plus. Et bref, vous allez collaborer autour de la table pour espérer vaincre tous ces kaijus qui chercheront à vous faire passer de vie à trépas, on va dire. Bon, visuellement, c'est pas vilain, mais c'est pas non plus extraordinairement beau. C'est un petit jeu coopératif avec beaucoup de dés, si j'ai bien compris. J'ai cru voir qu'il y avait pas mal d'actions avec des dés. D'ailleurs, c'est présenté ici comme ça, je crois. Voilà, Dice, avec beaucoup d'humour aussi. Alors, c'est vrai que c'est même présenté ici d'ailleurs. De l'humour pas forcément très très drôle. Par exemple, la représentante de l'organisation TDO s'appelle Starlet Johansen. Bon, voilà, c'est pas de l'humour super drôle, en même temps, c'est des Allemands. Continuons, donc c'est un boss battler, un coopératif, disais-je, avec tous les petits kaijus que vous pouvez voir ici, petits, pas du tout petits, c'est des trucs énormes, c'est quand même des titans, c'est des colosses les machins, qui auront leur propre spécificité, bien évidemment, comme les personnages que vous pourrez également incarner. Voilà, parmi ceux-ci, vous voyez ici un DJ Camouflage, LOL Ita, très drôle, Barry et Nala, etc. Voilà, je vais pas passer trop de temps là-dessus, parce qu'on reste sur les entrées de la semaine, d'autant plus qu'il est déjà 22h40 au moment où je m'enregistre. Donc on passe assez rapidement. Malheureusement, pas de règles en français, il n'y aura que de l'anglais et de l'allemand pour ce projet. Voilà donc pour ce qui est de Titan Zero, projet de King Raccoon, pour l'instant 280 backers, pas énorme, 27 000 € d'engrangés, c'est donc financé 11 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne avec une campagne sur Kickstarter, il s'agit de Flying Gang, encore un jeu de pirates.
Bon, c'est un thème un petit peu éculé, mais qui reste toujours aussi populaire malgré tout. Ceci étant dit, là pour le coup, ça bide. Alors c'est le deuxième projet allemand de la journée, en deux projets mentionnés pour l'instant. Bon, ça ne veut pas forcément dire que c'est à cause de ça que ça bide, hein. C'était pas du tout une relation que j'essaye de faire, quoi que ce soit. Mais il s'agit du premier projet de Dirk Blech, ou Blech, je ne sais pas comment on est censé le prononcer ça. D'ailleurs, l'éditeur s'appelle Illuminati Games, si mes souvenirs sont bons. Voilà, Illuminati Games. Ok. Bon, et du coup, il fait un jeu sur les pirates, avec tout ce qu'on peut imaginer dans un jeu avec un gameplay de pirate, hein. Vous allez avoir bien sûr votre navire, vous allez pouvoir upgrader votre navire, votre équipage, vous allez naviguer à travers les mers, attaquer d'autres bateaux, construire des forteresses sur des îles, etc. etc. Visuellement, c'est même pas vilain en vrai, si vous regardez bien, c'est pas super joli, mais c'est pas non plus vilain. Le matos a l'air d'être relativement clean, il y a pas mal de personnages asymétriques, il y a pas mal de chemins vers la victoire, semble-t-il aussi, donc globalement, c'est pas si vilain que ça, et pourtant, ça bide méchamment. Alors certes, l'éditeur est un nouveau venu, c'est un gros jeu assez cher, mais bon, quand même 38 contributeurs, je suis un peu étonné. C'est pour 2 à 4 joueurs, c'est pour 90 à 180 minutes la partie, et c'est pour 14 ans et plus. Le pledge de base, juste, ça coûte 70 €, et c'est vrai que pour un primo-éditeur, clairement qui utilise de l'IA, voilà, je crois que j'ai même pas checké encore l'IA d'ailleurs, mais ça me semble assez clair. Adobe Firefly, ça me dit rien, c'est pas une phrase en fait. Faites une phrase pour ceux qui savent pas ce que c'est Adobe Firefly, mais clairement c'est de l'IA. Ça se voit pour le coup assez facilement. C'est pas toujours le cas, mais là ça se voit assez facilement. Donc voilà, vous me direz éventuellement ce que vous pensez de ce nouveau jeu de pirates qui pour l'instant ne verra pas le jour, si ça continue comme ça en tout cas. 22 jours avant la fin de la campagne, on est actuellement à 6350 € d'engrangés pour Flying Game. Il y a des chats. Il y a des chats, il y a une carte avec un chat, des grosses cartes avec plein de chats, et vous devez trouver le chat. C'est coopératif. Voilà. Next. C'est plus des chats, c'est des bébés. Et il y a de la dextérité. Et on va lâcher des bébés sur le plateau. Et il y a une boule à facettes. Ouais. Oh, les bébés font même peur en vrai. Voilà, c'est Baby Party. On revient sur GameFound pour cette fois-ci parler de Space Station, le premier projet de Morrigan Games, et ne vous y trompez pas, Morrigan Games, c'est français, cocorico. Et donc ils lancent leur première campagne, Space Station, et je vous l'ai dit c'est français, donc il y aura bel et bien une version française, francophone, du jeu. Bah visuellement ma foi, c'est plutôt pas vilain pour ce qui est de la couverture du jeu en tout cas. D'ailleurs vous voyez que c'est pour 1 à 5 joueurs, pour 30 à 120 minutes la partie, et pour 14 ans et plus. Vous pouvez déjà imaginer que vous êtes dans une station spatiale et que les choses se passent pas forcément de la meilleure des manières possibles. Vous sentez que là la fumée, c'est pas Gabriel qui fait la bouffe au fond du vaisseau, non, c'est une explosion. Il va y en avoir des explosions, visiblement, vraisemblablement, ça va mal se passer. Ça tombe bien, vous êtes plusieurs coéquipiers, parce que oui, il s'agit d'un jeu coopératif, et vous avez chacun vos propres spécificités, vos propres points forts et points faibles, et vous allez devoir essayer de faire en sorte de vous en sortir, tout simplement, de collaborer, de coopérer pour espérer entrevoir une fin de mission qui est autre chose qu'une fin de vie absolument atroce. Donc à vous de voir. Sachant que, attention, c'est important de le dire parce qu'il y a quand même pas mal de récalcitrants, il y a une appli pour Space Station. En fait, c'est le Smart Boy, c'est une sorte d'intelligence artificielle installée dans le vaisseau, dans la station spatiale, et qui va vous aider si tant est que vous soyez en mesure de l'utiliser correctement. Vous avez ici le petit Early Bird d'entrée de jeu, un 45 € pour Space Station au lieu de 60 en prix boutique, si tant est qu'il trouve son chemin vers les boutiques à terme. Mais vous le voyez, un jeu coopératif, d'économie d'action. Je ne suis pas très au fait de ce terme-là, je ne sais pas très bien à quoi ça correspond. Mais bref, plein de désastres potentiels vont vous arriver sur la tronche et vous allez devoir gérer au mieux
la survie de votre équipage et de la station elle-même. Et pour ce faire, vous aurez donc des personnages asymétriques et puis aussi donc cette fameuse IA, le fameux Smart Boy et l'application qui va avec. Donc sur le papier, ça peut être relativement intéressant. Ça me rappelle, en termes de matos, absolument pas, mais en termes de gameplay, ce que proposait le jeu que Xavier aime beaucoup. Comment ça s'appelait déjà Beyond Humanity Colonies, si mes souvenirs sont bons, même si c'est pas aussi poussé en termes de matos, mais ça va être quelque chose de relativement similaire, et je trouve ça assez intéressant sur le papier, au niveau de la gestion en tout cas de cette IA, de cette application qui vous accompagne, qui n'a pas l'air d'être trop intrusive, ou en tout cas si elle l'est pour de bonnes raisons, à savoir vraiment implémenter jusque dans sa thématique, clairement dans le jeu, c'est l'IA du vaisseau qui va vous aider, mais il va falloir l'utiliser à bon escient, etc., etc. Donc ouais, sur le papier, pourquoi pas, c'est pas inintéressant, je suis pas hyper convaincu par l'aspect visuel, même si c'est pas hyper vilain. Vous me direz éventuellement ce que vous en pensez de votre côté, mais ouais, Space Station pour l'instant, même si ça marche pas très fort, il y a un projet qui peut être intéressant à voir. Je sais pas si c'est de l'IA ou pas, pour le coup, c'est un peu plus difficile à dire que tout à l'heure. Je serais tenté de dire non, mais aujourd'hui, de plus en plus difficile de vraiment discerner le vrai du faux. Le Early Bird est donc à 45€. Une fois le Early Bird fini, ce sera 50€ pour le pledge standard de Space Station. Voilà donc ce que je peux vous dire de ce projet français. Pour l'instant, 84 backers sont sur le projet, 4300€ d'engrangés, on est donc à 40%, 43% pour être exact, de financement 28 jours avant la fin de la campagne. Destroy Games revient sur GameFound pour un nouveau jeu de sa gamme Micro, donc Micro. Vous les aviez peut-être découverts avec Micro Architects ou avec Micro Moonshine. Bref, souvent des petits jeux relativement compacts du coup en termes de place dans votre Kallax ou toute autre étagère de rangement, mais avec un matos assez clean, généralement des beaux petits meeple screen print, globalement une belle DA aussi. Et du coup, après s'être attaqué à l'architecture et à l'urbanisme, après s'être attaqué aux contrebandiers d'alcool, et bien cette fois-ci, il se lance dans les pirates. On a déjà parlé des pirates aujourd'hui, c'est décidément un thème porteur, même si on en voit peut-être un petit peu trop à la longue. Et donc Micro Pirates, c'est leur donc le 3e jeu. Pour l'instant, la campagne se porte plutôt bien. 640 backers, 30 jours avant la fin de la campagne, près de 28 000€ d'engrangés, c'est donc financé comme vous pouvez le voir. Pas de VF annoncé pour le moment malheureusement. Micro Pirates, c'est pour 1 à 4 joueurs, c'est pour des parties de 90 minutes, et il s'agit d'un jeu compétitif, jouable en solo, avec de la gestion de ressources, avec différentes cartes, il y en aura certainement 9 apparemment, qui composeront une sorte de mer, de région maritime, on va dire, avec des petites îles, même des atolls par exemple. Vous devrez gérer votre navire, votre équipage, bien sûr les ressources qui accompagnent le tout, donc essentiellement de la tunasse, de la caillasse, et puis on va partir à la recherche de trésors enterrés, on va recruter des nouveaux marins, on va envoyer nos rivaux à 6 pieds sous la mer, parce que du coup c'est pas sous la terre, etc., etc. Puis celui qui aura réussi à emporter, à amasser le plus de richesses et de réputation, pourra espérer l'emporter sur ses adversaires. J'aime bien la comparaison en termes de visuel, c'est assez parlant. Le jeu fait grosso modo la taille d'une banane. Voilà, c'est toujours bon à savoir. What's in the box? Alors c'est toujours très compact mais très rempli pour le coup, c'est un peu l'une des marques de fabrique de Destroy Games, donc on va avoir quand même pas mal de matos dans une toute petite boîte, avec beaucoup donc d'éléments de bois, donc ces petits meeple screen print vraiment de toute beauté, et on a même des petites bananes plantées d'ailleurs. Voilà, donc quand même pas mal de matos. J'ai jusqu'à maintenant jamais eu l'occasion de tester Micro quelque chose, donc Micro City, Micro Cosmos, Micro Architects, Micro Moonshine, ce qui est en fait leur 5e projet, et non pas le 3e, c'est le 5e en réalité. Mais je serais curieux d'avoir vos retours, si vous avez pu tester un jeu de la série des Destroy Games. Sont-ils cool, sont-ils bons, au-delà de l'aspect visuel qui pour le coup lui est plutôt réussi. Même les personnages, si je suis pas extrêmement fan de l'allure qu'ils ont, je reconnais qu'ils ont vraiment un style particulier, une patte graphique qui au moins les distingue pas mal de la concurrence.
Donc vous me direz éventuellement ce que vous pensez de cette nouvelle expérience de pirate, comme on en voit un petit peu trop. Je suis pas rentré dans les détails justement du gameplay qui s'affiche sous vos yeux, parce que bon, ça reste du classique, j'ai envie de dire, en la matière, hein, puisque je l'ai dit, hein, on va recruter des membres d'équipage, on va upgrader son bateau, on va faire des quêtes, on va partir à la cherche des trésors, on va récupérer différents types de ressources, on va affronter nos adversaires autour de la map, etc. Et ça, bon, c'est relativement classique, j'ai envie de dire. Après, dans l'application, les mécanismes sont-ils plus fins, plus intéressants que dans d'autres jeux? Pour l'instant, sur cette seule page de campagne, c'est un petit peu difficile à dire. Les pledge levels, on a le pledge de base, le Micro Pirates est à 25 €. Sinon, on peut prendre un pledge à 45 qui s'accompagne, vous le voyez, d'un tapis de néoprène pour deluxifier un petit peu l'expérience. Et vous pouvez même pousser jusqu'à 55 pour avoir le tapis de néoprène et également une piste 2D avec clairement une, comment dirais-je, comment ça s'appelle, cove, une sorte de crique dans l'univers de Micro Pirates. Donc encore une fois, très très joli, très joliment réalisé. Voilà donc pour Micro Pirates, pour l'instant 640 backers, la campagne se porte plutôt pas mal, 30 jours avant la fin de cette dernière. On passe maintenant aux plats principaux de la semaine. Ils sont assez nombreux cette semaine, mais on va tâcher de rester concis malgré tout, parce qu'il est déjà 23 h et demain je bosse. Night Moves, c'est le solo game of the month, le Zeugma d'or de cette semaine, peut-être. Zeugma, tu me le diras en commentaire. Est-ce que ce Night Moves, ce nouveau jeu solo du mois de Gabe Barrett, t'attire? Tu me le diras en commentaire. 900 backers en tout cas semblent être suffisamment intéressés pour backer le projet en fait simplement et engranger 26 000 $ pour l'instant. Le projet est donc largement financé 13 jours avant la fin de la campagne. C'est pour le coup exclusivement solo puisque Gabe Barrett fait des jeux solo Game of the Month certes, mais parfois certains sont jouables à 2. Là pour le coup c'est purement solo. Et c'est pour 45 minutes la partie. Et comme d'habitude c'est en termes de comment dirais-je, de composants relativement modestes, relativement compacts. On va avoir essentiellement des cartes. Il y a une petite miniature apparemment, quelques cubes par-ci par-là, mais ça reste relativement modeste. On va avoir différents stages, donc différents niveaux, si on reprend un petit peu le vocabulaire du jeu vidéo, que l'on va devoir parcourir, affronter différents types d'adversaires pour espérer terminer sain et sauf, après avoir démonté tous les ennemis sur notre passage, bien évidemment. Et pour une fois, il y a même une petite miniature dans le jeu, et ça c'est assez rare. Je crois bien que c'est la première fois que Gabe Barrett inclut une ou même peut-être deux miniatures dans un jeu. Pour ce qui est du gameplay, vous allez avoir une série de cartes qui vont vous proposer différents types de mouvements. À vous de choisir le mouvement idoine avec le timing le plus précis pour pouvoir espérer, eh bien, comment dirais-je, optimiser vos déplacements et ainsi donc aller chercher des petits trésors, des petits items, défoncer des adversaires aussi accessoirement. Voilà, je continue pas trop longtemps. Votre personnage a bien sûr différents niveaux à garder à l'œil, votre niveau de vie, vos points de vie en fait, simplement votre capacité à terrasser des adversaires, que ce soit à distance ou au corps à corps, et puis les petits XP que vous allez pouvoir utiliser pour gagner de l'expérience et choper donc des nouveaux items ou gagner des nouvelles compétences sur de petites choses là, bien évidemment. Aussi en add-on ce mois-ci, parce que chaque mois c'est un add-on différent, vous aurez Haunted Kobayashi Tower qui est également disponible à 25 €. Pour ce qui est de Night Moves, c'est la même chose, 25 €, enfin 25 $ pardon, pour celui-ci, à moins que vous ne le preniez en print and play, auquel cas il vous faudra payer uniquement 5 $. Voilà donc pour ce qui est de Night Moves. J'ai oublié de mentionner les shipping, les frais de port, mais comme d'habitude, pour le shipping, on fait difficilement mieux que Gabe Barrett, parce que pour le Canada c'est 6 $, pour l'Union Européenne c'est 6 $ également, et pour nous ce serait 5 en réalité. Ceci étant dit, Xavier qui était assez amateur de les fameuses campagnes mensuelles de Gabe Barrett sur GameFound, en est un petit peu revenu, pas parce que les jeux sont mauvais, mais parce que je crois qu'il y a un jeu qu'il a backé il y a quelques temps, qu'il n'a pas reçu alors que les backers l'ont reçu. Il a essayé de contacter Gabe Barrett, il n'a jamais eu de réponse, pour l'instant en tout cas. Donc voilà, prenez ça avec des pincettes, ça ne veut pas forcément dire que c'est le cas de tout le monde. Pour l'instant, même lui, Xavier, avait reçu tous ses pledges. Les backers de la campagne que lui n'a pas reçu ont reçu le jeu, donc peut-être que c'est juste Xavier, mais l'absence de réponse est toujours un petit peu dommage. Quoi qu'il en soit, Night Moves sur GameFound, 907 backers, 26 781 $ d'engrangés, 13 jours avant la fin de la campagne.
Avec Final Titan, Nerd Lab Games tient peut-être le successeur de King of Tokyo. En tout cas, il y a plusieurs comparaisons qui sont faites entre les deux jeux et ça se comprend parce que thématiquement, même visuellement sur certains composants, la filiation semble presque évidente. Et encore une fois, y a-t-il vraiment une surprise quand on dit ça, dès lors qu'on sait que l'auteur, ou en tout cas plus précisément l'un des deux auteurs du jeu, c'est Richard Garfield. Et Richard Garfield, au-delà d'être Monsieur Magic the Gathering, c'est aussi Monsieur King of Tokyo. Donc peut-être qu'effectivement on est sur une sorte de filiation directe entre King of Tokyo et Final Titan qui reprend une partie de ce que pouvait proposer King of Tokyo. Donc, on est pour l'instant sur une campagne qui se porte très très bien, 1300 backers, 137 000 € d'engrangés approximativement, 15 jours avant la fin de la campagne, on est sur un jeu avec une DA assez léchée, bon on aime ou on n'aime pas, c'est encore un autre sujet, mais globalement la campagne, enfin la campagne, oui la campagne aussi, mais le jeu a une DA plutôt clean, plutôt satisfaisante, ce qui je pense attirera pas mal de monde. C'est pour 2 à 5 joueurs, c'est pour 35 minutes la partie, on est essentiellement sur un jeu compétitif, multijoueur avec masse 2D, d'ailleurs vous voyez un dé vraiment au centre de l'image d'accueil, donc vous vous doutez bien qu'il va y avoir masse 2D, c'est pour 8 ans et plus, et c'est pour des parties de 10 minutes par joueur autour de la table, donc comptez une bonne demi-heure, 40 minutes si vous jouez jusqu'à 5 joueurs. Et on est ici sur un jeu de draft battler, hein. En tout cas c'est ce qui est mis en avant ici. On aura donc pas mal de drafts, alors on nous dit ici que c'est un draft vraiment malin, intelligent, bien pensé. Bon, pour l'instant, difficile à savoir uniquement avec cette seule illustration, mais bon, ensuite pas mal de jets de dés, et puis de l'action constante, sans temps mort, sans vrai temps d'attente entre les joueurs. On sera toujours impliqué dans la partie, semble-t-il en tout cas. Vous allez pouvoir choisir parmi 135 champions uniques, ça c'est assez énorme. On se souvient que dans King of Tokyo, c'était peut-être un des trucs un peu moins enthousiasmants, c'est qu'il y avait quand même assez peu de monstres, que bon, la symétrie en plus n'est pas si énorme que ça. Là il y aura énormément de champions parmi lesquels on pourra être amené à choisir. Bon après, est-ce qu'ils seront tous extrêmement asymétriques? Probablement pas, mais tout de même on voit que rien que dans les statistiques en haut à gauche, il y a quand même du 10, du 5, du 8, du 20. On peut estimer que les ultimates seront différents, que les dés à disposition seront potentiellement différents en fonction des personnages que l'on va choisir. Et puis on pourra activer des actions un petit peu spéciales, on pourra upgrader nos champions en cours de partie, etc. Et tout ça avec, encore une fois, je me répète, une DA vraiment clean, même si elle ne plaira pas forcément à tout le monde. Alors les pledges, on a un pledge Challenger, donc le pledge de base, hein, à 39 €. Ensuite à 64 €, on a le pledge Titan, qui s'accompagnera en plus du jeu de base d'un promo pack GameFound, que l'on trouvera d'ailleurs dans le pledge de base aussi, mais également d'une extension intitulée Mindbug, est-ce qu'il y a une allusion au jeu du même titre, et puis une extension intitulée Godspark également. Est-ce que Mindbug s'est inspiré directement du jeu Mindbug? C'est pas du tout impossible, parce qu'on voit une sorte de chevalier, créature, ananas. Ah oui, a Mindbug Expansion, ok, donc c'est bel et bien une extension pour Mindbug, ok. Mais c'est le même éditeur? J'ai pas fait gaffe. Est-ce que c'était peut-être déjà Richard Garfield aussi? Je ne sais plus. Regardons. Nerd Lab Games. Est-ce que c'était déjà eux? Mindbug, ouais, c'était bien eux. C'était eux qui étaient déjà derrière Mindbug. Ok, c'est bon à savoir. Et du coup, bon, ça nous confirme, pas tout à fait, mais presque, que Final Titan, il y a quand même de fortes chances qu'on le trouve en français à terme. Bon, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'une preuve? Quand on voit le nom de Richard Garfield sur une campagne, on peut se dire que, légitimement, dans quelques mois, on l'aura aussi en français, vraisemblablement. Donc, disais-je, 39 € le Challenger Edition, donc le jeu de base, Titan Edition avec 2 extensions, et puis 89, c'est le Ultimate, c'est le All-In. Donc le jeu de base, les 2 extensions, le petit promo pack de GameFound, et puis un tapis de dés à l'effigie du jeu. Voilà, on peut aussi imaginer un jeu qui sera assez facilement expandable, comme diraient les anglophones, donc qui pourra être élargi, enrichi de plein de nouvelles extensions à mesure que le temps passe, si le succès est au rendez-vous en tout cas. Continuons, brièvement passer via le how to play, hein, donc le comment joue-t-on. Donc on va choisir des upgrades, on va drafter nos champions parmi donc la horde de champions qui s'offre à nous potentiellement.
on va choisir celui que l'on préfère. Le first player picks one and replaces it with a new one. Ok. Donc le premier joueur va en prendre un parmi les 3 qui ont été révélés. Ensuite, il prend celui qu'il préfère. Il remplace la carte qui a été prise par une nouvelle et on continue ainsi de suite. Et puis après, on va se foutre sur la tronche, bien évidemment, en déployant tour à tour des attaques de plus en plus puissantes les unes les autres avec des petites compétences asymétriques de ci de là, et on va faire masse de jets de dés. Et vous voyez bien que sur les phases de dés on retrouve des mains, des paumes de main, des points, sur les choses là qui sont des icônes que l'on retrouve également sur nos cartes de champions ici. Donc bien sûr que nos champions seront légèrement asymétriques, mais quand même de manière assez intéressante, assez poussée vraisemblablement. Donc ouais, un jeu que j'aimerais beaucoup tester un de ces jours. Pas au point de le baquer malgré tout, mais c'est vrai que si un jour il m'est donné l'occasion de tester Final Titan, ce sera avec le plus grand des plaisirs. Voilà, on va aller passer sur le shipping également. Je passe pas trop de temps sur le contenu des extensions, etc. Donc hop, shipping pour l'Union Européenne c'est 12 €. Pour le reste de l'Europe, c'est 19, pour le Canada, 25, et puis pour nous qui sommes dans la zone Asie VFI, c'est 25 € de frais de port pour Final Titan. Un jeu qui a l'air d'être vraiment cool, vraiment, comment dirais-je, plein de... Je ne sais plus parler, je n'ai plus de vocabulaire, c'est absolument affreux. Plein de tension, voilà, c'est le mot que je cherchais. Bref, vous me direz ce que vous pensez de Final Titan, le nouveau jeu de Nerdlab Games et de Richard Garfield également. 1350 backers pour l'instant, 140 000 € d'engrangés. On reste sur GameFound cette fois-ci pour parler de Coexist, le nouveau projet de Matago. Et qui dit Matago dit bien évidemment petit drapeau français. Donc version francophone pour Coexist et une très belle couverture. J'aime beaucoup l'ADA de la boîte et même les illustrations de manière générale. Les cartes sont vraiment très cool, j'aime beaucoup. Coexist, le nouveau projet de Matago, pour l'instant, c'est pas un immense succès en vrai. 435 backers pour un éditeur de renom international, c'est pas énorme, même si on est sur GameFound, certes. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est financé et on sait que c'est Matago, donc c'est globalement quand même plutôt digne de confiance pour ce qui est de la production et la livraison du jeu. On va pas parler de la traduction. Est-ce que la traduction a été faite du français ou l'anglais ou l'inverse? Si c'est d'abord de l'anglais vers le français, on peut peut-être s'inquiéter, mais en tout cas, le jeu a l'air globalement plutôt cool. 435 backers pour l'instant, 18 jours avant la fin de la campagne, c'est pour 2 à 4 joueurs, c'est un petit jeu relativement, disons, pas familial, mais disons initié, on va dire, pour 30 minutes la partie, qui se veut un petit peu aussi éducatif. On est sur un jeu de set collection, puisque l'on va incarner différentes ONG qui vont chercher à protéger la biodiversité dans certaines zones, à empêcher que certains animaux ne disparaissent à cause de l'activité humaine à travers le globe, puisque bien sûr de nombreuses espèces sont en voie de disparition, et vous allez chacun incarner une ONG différente avec ses propres spécificités, donc un tout petit peu d'asymétrie, et donc du set collection en fonction des différents types d'animaux que vous chercherez à, entre guillemets, vous accaparer, pour ensuite les libérer via un système de gestion de ressources. Il faudra utiliser les ressources pour pouvoir ensuite espérer relâcher l'animal dans la nature et gagner ainsi des points. Donc il y aura un petit peu de draft, il y aura aussi beaucoup de gestion de ressources. Le jeu a d'être relativement cool, ma foi. Encore une fois, un jeu que j'aimerais bien tester, mais pas au point d'aller le baquer, d'autant plus que bon, c'est Matago, donc on sait que ça va arriver en boutique à 99% de chance. C'est aussi peut-être une des raisons qui fait qu'il n'y a finalement pas tant de backers que ça, au final, pour l'instant en tout cas, c'est que Matago, on sait qu'à terme, si tout se passe bien, ça va en boutique. Donc à quoi bon le backer maintenant? Peut-être d'abord parce que on le voit ici, vous avez le pledge Hisa, qui est le pledge de base, si mes souvenirs sont bons. Non, c'est le second pledge, c'est le pledge, on va dire, deluxe. Vous avez 2 niveaux de pledge, mais le pledge Hisa, donc le pledge le plus élevé, est à 30 € au lieu de 70 en boutique, théoriquement. En tout cas, théoriquement, enfin, c'est même pas théoriquement, mais selon l'éditeur, selon les propos de l'éditeur. Parce que, bon, passer de 30 à 70 en boutique, j'ai un petit peu de mal à y croire. En même temps, vous me direz, le pledge Hisa, lui, ne sera pas en boutique. D'ailleurs, c'est le petit macaron ici, un not in retail. Donc celui-ci ne sera pas en boutique. Mais bon, 40 € de réduction, ça me semble un petit peu
exagéré, d'autant plus qu'on ne pourra pas vérifier puisqu'il ne sera pas en boutique, il sera peut-être vendu sur leur site, ceci étant dit, mais ça j'ai pas vérifié entre temps. Et sinon pour le pledge de base, ce sera le Caretaker Pledge à 20 € au lieu de 50, encore une fois une ristourne vraiment très très conséquente, donc à vérifier quand le jeu arrivera en boutique, sera-t-il véritablement à 50 ? Bon, on verra bien le moment venu, mais en tout cas, pour l'instant, bon, on voit quand même un jeu qui est plutôt clean, avec certes pas mal de petits composants en bois, mais il n'y a pas de screen print. Bon, pas mal de cartes, bon, elles sont pas non plus 150, j'ai l'impression. Un petit plateau par joueur relativement petit. Bon, 50, ça me semble un poil cher. J'aurais plutôt dit 35-40 sur le papier, mais bon, encore une fois, ils sont bien plus à même d'évaluer le prix de leur jeu que je ne le suis. Donc bon, je ne vais pas en préjuger, mais disons que comme ça, de prime abord, je pense que c'est un petit peu surévalué. Mais en tout cas, le jeu lui-même a l'air d'être vraiment plutôt sympa. Un petit jeu qui est facile à sortir, qui a l'air d'être relativement accessible en termes de règles également, avec une belle thématique, une très belle DA. Donc ouais, pourquoi pas, encore une fois, à tester un de ces jours si l'occasion m'en est donnée. Mais bon, de là à le baquer, non, quand même pas. Vous irez checker éventuellement si ça vous intéresse la vidéo de jeu en carton de Nils qui parle justement de Coexist pour accompagner la campagne. Il sera certainement plus à même de vous dire si le jeu a le potentiel de vous séduire parce que lui a pu tester le jeu. Voilà donc pour ce qui est de Coexist. Rapidement le shipping. Le shipping pour le Canada sera à 18 €. Pour l'Europe, pour la France et la Belgique, c'est 14 €. Donc après en boutique ce sera gratuit mais ce sera plus cher vraisemblablement, donc à voir, faut poser le pour et le contre. Et puis pour nous qui sommes au Japon, ce serait 20 € de frais de port, donc pour Coexist, sachant que la campagne GameFound a priori pour l'instant en tout cas est la seule opportunité de mettre la main sur le pledge HISA. Et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de checker ce que ça fait comme différence. D'abord, avant de regarder ça, le jeu devrait théoriquement être livré pour la fin septembre, donc relativement rapidement. Alors je check, parce que j'ai oublié de vérifier justement quelle est la différence. Ok, le HISA Pledge, il y a une extension pour jouer jusqu'à 5. Ok, bon, c'est pas foufou comme exclusivité en vrai. Voilà donc pour Coexist, 435 backers, 18 jours avant la fin de la campagne pour le nouveau projet de Matago. On revient sur Kickstarter pour le troisième, je crois. Ouais, c'est le troisième projet de Tangerine Games. Il s'agit cette fois-ci de Soros, pas Georges, mais le jeu Soros. Oh, la blague de complotiste 2015. Soros, un jeu de trick-taking, un jeu de pli, mais avec non pas des cartes, mais des tuiles de Mahjong. Et ça, c'est hyper classe, parce que les tuiles de Mahjong, en termes de utilisation tactile, de plaisir tactile, c'est vraiment vraiment cool. Pour ceux qui auraient eu déjà l'occasion de jouer au vrai Mahjong, pas au Mahjong Memory à la con, c'est un super jeu. Bon, il y a quand même pas mal de hasard, mais c'est vraiment cool. Et donc Tangerine Games, je disais, c'était leur troisième projet. Quels étaient les deux premiers? Et d'abord, il y avait Nestlings, et puis surtout, il y avait Pix, que j'avais failli baquer, parce que mon frangin est fan comment dirais-je, de randonnée en montagne, d'escalade également, donc ça me parlait pas mal pour éventuellement lui faire jouer à Pix. D'ailleurs, mon frère est également fan de photos d'oiseaux, donc en vrai, Nestlings, en vrai, je pense que Tangerine Games, il m'espionne, et par cette accointance, ils espionnent également mon frangin pour voir si je peux l'amener vers les jeux de société. Vous me surveillez en vrai, Tangerine Games. Bah non, parce qu'en fait, cette fois-ci avec Sauros, bah mon frangin s'en fout des dinosaures, et moi encore plus. Mais Xavier adore ça, donc peut-être que cette fois-ci ils observent Xavier, je ne sais pas. Et en plus de ça, l'association dinosaures, placement de tuiles, jeu de pli, c'est assez original sur le papier. En tout cas pour l'instant. Je dis pour l'instant parce qu'il y a un éditeur français qui s'appelle Musoka qui va prochainement lancer un jeu à l'origine japonais qu'ils ont quand même pas mal remodelé, approfondi, peaufiné et qui sera aussi du trick-taking, du jeu de pli avec de gros twists. Donc attendez ça avec impatience, il a l'air d'être vraiment cool. Quoi qu'il en soit, Soros, c'est donc un jeu de pli, mais avec des tuiles de Mahjong et des dinosaures. C'est pour 2 à 5 joueurs, c'est pour des parties de 30 à 60 minutes, et c'est pour 10 ans et plus, ce qui en fait un jeu relativement familial. Pour l'instant, près de 500 backers sont sur le projet, 25 000 € d'engrangés, 21 jours avant la fin de la campagne. Ça se passe donc plutôt pas mal, même si c'est pas extraordinaire. Et sachez également que vous aurez des petits tapis des playmats en néoprène, asymétrique
entre les joueurs, parce que oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, après le, comment dire, le pli, vous aurez aussi du placement de tuiles, parce que lorsque vous remportez un pli, vous allez pouvoir poser plus de tuiles que vos adversaires, et chacun de ces joueurs va poser des tuiles sur un petit tapis en néoprène qui sera différent de celui des autres joueurs. Dans le jeu de base, vous aurez donc des tuiles, un tapis, enfin non, un tapis, si, on va dire un tapis au singulier de néoprène par joueur, je me rattrape. Vous aurez aussi quelques petites extensions par-ci par-là. Vous aurez également des dés qui seront un module de minuit apparemment, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, et puis pas mal de petits tokens de points de victoire. Ce sera aussi jouable à 2, mais pour ce faire il faudra jouer avec un module avec un petit dé, pour rajouter un petit peu plus de peps au jeu, qui à 2 joueurs en manquerait certainement un tout petit peu. Il y aura plusieurs pledges, il y en aura 2 en fait, non il y en aura 3 je crois, plus 3. Le pledge de base est à 40$, donc pour le coup c'est les tuiles de base, les 5 playmats, les points de victoire, le petit module à 2 joueurs, et c'est tout. Ensuite à 55$, on va ajouter quelques petites extensions, des micro-extensions, en vérité c'est plus des modules qu'autre chose. On aura le petit module astéroïde, on aura le petit module Quetzalcoatlus, on aura le petit module, ouh là celui-là est chaud, Therizinosaurus, qui a des grosses griffes. Au bout d'un moment, faut se limer les ongles, mon gars. Et puis, il y aura aussi le playmat numéro 6 pour jouer à 6 joueurs et non plus seulement à 5. Lui aussi asymétrique, bien évidemment. Et ensuite, on aura le all-in à 65$ qui rajoutera encore un module, donc le fameux module Midnight Dice. Et puis, c'est à peu près tout, ma foi. Voilà pour les 3 niveaux de pledge, avec donc chaque pledge qui va ajouter quelques petits modules supplémentaires pour enrichir un petit peu l'expérience. Pour ce qui est du how to play, très brièvement, on va donc avoir 7 tuiles de Mahjong. Sur chacune de ces tuiles, il y aura donc un dinosaure, un chiffre. On va révéler une des tuiles parmi celles de notre main qu'on va utiliser pour le pli en cours. Une fois que le vainqueur est déterminé, le vainqueur va prendre 2 tuiles, les autres ne vont en prendre qu'une seule. Qu'est-ce qui se passe pour celui qui a joué le 8 ? Je ne sais pas, parce qu'ici on voit un winner takes 2 tiles, donc le vainqueur du pli prend 2 tuiles. Là, celui-là qui a gagné le pli apparemment va prendre sa propre tuile et le numéro 8, mais celui qui avait le 8, qu'est-ce qu'il fait? Il prend aucune tuile? Je sais pas, parce que là c'est marqué Other players take 1, donc a priori tous les autres joueurs devraient en prendre une. Est-ce qu'il en prend une au pif? Je ne sais pas. Ensuite, on place la tuile ou les tuiles gagnées pendant ce pli sur notre playmat. Attention, à partir du moment où vous aurez placé une première tuile, les autres devront être adjacentes au moment où vous les posez. Et puis donc ensuite, à partir de là, on gagnera des points en fonction de la façon dont on a posé nos tuiles. Est-ce qu'il y aura des sets de couleurs ou des sets de dinosaures, des sets de numéros, ce genre de choses-là. Voilà, je ne vais pas pousser trop loin le gameplay, je vais me contenter de cette base-ci. Vous me direz si c'est susceptible de vous plaire, si la thématique ou le gameplay, le fait que le jeu de pli s'accompagne en plus de ça de jeux de tuiles, enfin de placement de tuiles sur des petits plateaux asymétriques, bah, ma foi, ça a le mérite d'être relativement original. On verra ce qu'il en est dans les faits. En théorie, il y aura une livraison prévue pour février 2026, et pour ce qui est du shipping, 18$ pour le Canada, 13$ pour l'Union Européenne, et puis pour nous, Far East, 28$ de frais de port pour le Japon. Voilà ce qu'il en est de Sauros, 484 contributeurs, 21 jours avant la fin de la campagne, 25 000 € d'engrangés. On enchaîne avec Robo Rescue Origins, le premier projet de Everland Studio. C'est écrit deuxième projet. Ben non, en vrai c'est écrit 2, mais il n'y en a qu'un seul. Alors oui, j'ai compris. Ok. Alors sachez d'abord que, comment s'appelle-t-il déjà je me suis paumé moi-même. Everland Studio. Everland Studio, c'est des nouveaux venus, certes, mais en réalité c'est un nouvel éditeur, frère de Lemery Games. Lemery Games, dont on va voir un petit peu derrière l'équipe qui se trouve ici. Lemery Games, c'est le couple, voilà, Christina et Tamas, qui ont sorti pas mal de jeux. Vous savez, c'est les fameuses boîtes qui intègrent 4 jeux traditionnels d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, etc. Dans une seule et même boîte. Je ne sais plus comment c'est. Les Ludos, voilà, c'est ça, Ludos. Ils avaient aussi sorti Reviving Kathmandu, par exemple. Ils ont souvent des jeux avec une très belle qualité de production, avec des campagnes assez rondement menées d'ailleurs.
Et c'est pas la première fois qu'ils vont se lancer dans une entreprise telle que celle-ci, puisque vous allez voir avec Robo Rescue Origins, this game is free. Le jeu est gratos. C'est pas la première fois qu'ils le font. Ils font pas mal de, comment c'est, pay what you want, je crois. Donc payez ce que vous voulez. Là, c'est un petit peu différent. Robo Rescue, j'ai pas réussi à le sortir celui-là. Robo Rescue Origins est gratos. Mais il va s'enrichir par la suite. En réalité, ils avaient d'abord pensé à sortir celui qu'on a entreaperçu tout à l'heure quand j'ai cliqué ici. Le second projet, c'est donc Robo Rescue, point, pas Origins. Mais finalement, ils ont décidé de sortir d'abord Robo Rescue Origins pour un petit peu appâter le chaland. Et puis si le projet a plu, du coup les gens viendront plus en masse vers Robo Rescue pour les mois à venir. Parce que je crois que c'est pour la fin d'année, si mes souvenirs sont bons. Donc Robo Rescue Origins, il sera disponible en français, il sera gratos pour une boîte, puis 1$ pour chaque boîte supplémentaire que vous prenez. Vous prenez 4 boîtes, 4$. Le calcul est relativement simple à faire. 1400 contributeurs pour l'instant, 5500 € d'engrangés, donc ce qui montre bien que la majorité des gens prend 4 boîtes, voire même ajoute un petit pourboire par-dessus parce que ça fait plaisir. Et 25 jours avant la fin de la campagne, il s'agit d'un jeu de set collection dans lequel vous allez collecter des pièces de robots pour justement construire des robots, le tout dans des parties extrêmement courtes de environ 10-15 minutes, jouable en solo mais jusqu'à 4 joueurs, et c'est pour 8 ans et plus, donc un jeu plutôt familial avec apparemment un gameplay addictif, language independent qui plus est, donc pas de texte sur les cartes, donc il suffit d'avoir les règles en français pour pouvoir y jouer tranquillement, ou à minima expliquer les règles aux autres et ensuite en profiter tous ensemble. Et puis encore une fois, une très très belle date, comme c'est souvent le cas avec les jeux de Lemry Games, et on retrouve ce trait particulier chez Everland Studio, donc le studio frère, sœur, appelez ça comme vous voulez, de Lemry Games. Le jeu lui-même, on le voit ici, donc très très belle petite DA. Vous avez donc le Robo Rescue qui va arriver à terme, mais qui pour l'instant est encore un petit peu dans les tuyaux. On attend de voir comment se passe Robo Rescue Origin pour voir comment on va pouvoir lancer et quand on va pouvoir lancer Robo Rescue. Donc vous allez choisir une des 4 boîtes ici présentes, ou les 4, hein. Chaque boîte, je l'ai dit, va coûter 1$ de plus, la première est gratos, et à partir de là, vous allez avoir 8 cartes d'ingénieur. Ah, j'arrive pas à parler d'ingénieur, non, c'est écrit engineer, donc forcément je prononce ingénieur. C'est 8 cartes de ingénieur. Vous allez avoir aussi 4 cartes de workbench qui sont un peu vos ateliers, on va dire. Et ensuite 52 cartes de parties de robots qu'on va pouvoir choisir de collecter ou non pour construire le robot de ses rêves, en tout cas celui qui est susceptible de nous apporter un maximum de points. Donc 0$, une boîte, 1$, 2$, 3$ pour ajouter une boîte à chaque fois. Donc les 4 decks sont à 3$. Par contre, je ne sais pas exactement si le contenu des boîtes est différent, ou est-ce que c'est juste une variante en termes de DA, mais c'est à peu près tout, je ne sais pas. Là-dessus, j'ai pas checké suffisamment en détail. Pour le reste, vous allez avoir votre petit workbench, donc votre petit atelier, votre carte de... comment ça s'appelle déjà j'ai oublié la deuxième carte, c'était quoi? Allons voir, storage, donc votre zone de stockage, on va dire. Et à partir de là, on va avoir une sorte de draft, on va dire, qui va vous permettre de choper des cartes que vous allez ensuite choisir de stocker sur votre atelier ou dans votre zone de stockage. Et on va ensuite construire des robots, le tout en 10-15 minutes, en essayant de choper un maximum de points de victoire. Voilà, c'est relativement straightforward, comme diraient les anglophones, donc relativement simple, relativement facile à comprendre. Et ça se veut addictif, et en plus ça, bon, encore une fois, c'est gratuit, donc vous ne prenez absolument aucun risque, et si ça vous plaît, sachez que dans quelques mois, vous aurez Robo Rescue, donc le vrai jeu derrière ces 4 boîtes de test, on va dire, qui arrivera et qui pourra vous séduire potentiellement encore plus que Robo Rescue Origins. Dommage qu'il n'y ait pas de vidéaste francophone sur ce premier projet. En revanche, Tamas m'avait contacté il y a quelques mois pour nous proposer un proto de Robo Rescue. Donc peut-être que on aura un proto pour le vrai gros jeu qui arrivera à terme. C'est pas encore le cas en tout cas pour Robo Rescue Origins. Sachez d'ailleurs que cette campagne devrait faire l'objet d'une livraison pour décembre prochain. Donc vous n'aurez pas trop de temps à attendre pour espérer mettre la main sur celui-ci. Voilà donc pour ce qui est de
Robo Rescue, est-ce que j'aurais pas skippé le shipping rapidement? View shipping rates, ok, faut cliquer pour avoir un Excel, c'est ça. Ok, pour le Canada, ça va de 9 jusqu'à 15 $ en fonction du nombre de decks que vous allez choisir. Pour la Belgique ou encore pour la France par exemple, ça va de 9 à 15, même topo que pour le Canada. Et puis pour nous qui sommes au Japon, ça irait de 7 à 10 $ de frais de port. Voilà donc pour ce qui est de Robo Rescue, le premier projet de Everland, c'est ça, Everland Studio. 1400 backers pour l'instant. Pour une première campagne, c'est un beau résultat. Et en même temps, jeu gratis, forcément que les gens y vont plus facilement. D'ailleurs, je pense que je vais y aller aussi. Parce que bon voilà, ça coûte que dalle, la DA est très jolie, un petit set collection qui se joue en 10-15 minutes, ma foi, pourquoi pas, je prends pas beaucoup de risques, et ça ouvre une porte vers un projet plus intéressant par la suite quand Robo Rescue arrivera sur Kickstarter dans quelques mois. 5500 € d'engrangés, 25 jours avant la fin de la campagne. Il est temps d'enchaîner sur un des projets de la semaine, selon moi, un projet qui aurait potentiellement pu être classé dans les dessins de la semaine, mais voilà, je ne l'ai jamais testé, et il est arrivé sur GameFound hier soir. Hier soir, je m'enregistre là pour cette deuxième partie de la vidéo samedi, un soir, donc où j'ai pas eu le temps de le tester parce que j'ai bossé aujourd'hui, et du coup bah, je le place finalement dans les plats principaux, même si en réalité c'est peut-être un projet qui me hype un petit peu, d'autant plus que la nouvelle version de Trismegistus, bon, donc c'est bien de celui-ci dont on parle ici, eh bien, elle est faite, elle est éditée, elle est réalisée par Board and Dice, qui, si je me souviens bien, est un éditeur polonais, en tout cas d'Europe de l'Est, c'est ça, polonais, à qui l'on doit pas mal de refontes, de remises au goût du jour, de grands classiques, des jeux bien euros comme on les aime. Récemment, on avait vu notamment la nouvelle version de Teotihuacan City of Gods, et avant ça, ils en avaient fait quelques-uns sur Kickstarter qu'on ne voit pas ici, mais c'est eux par exemple qui avaient réalisé la version Deluxe Master Set de Yedo par exemple, qu'on aime beaucoup, Xavier et moi-même. Donc ils ont cette spécialité, au-delà de produire des jeux originaux, de produire également des jeux précédemment sortis, des jeux considérés comme des classiques, parfois dans le top 100, comme c'était le cas pour Teotihuacan d'ailleurs, et de les remettre au goût du jour avec des visuels vraiment alléchants, et puis également une sorte de deluxification au niveau des composants qui est vraiment agréable. Et c'est typiquement le genre de choses qu'on apprécie beaucoup, Xavier et moi-même. Et du coup, c'est cette fois-ci sur Trismegistus qu'ils se sont lancés pour une nouvelle édition du jeu, qui a, je crois, environ une dizaine d'années maintenant, avec une refonte visuelle totale, et le jeu est vraiment hyper clinquant. Ça me donne l'eau à la bouche, rien que de regarder. C'est typiquement du gros euro comme on les aime bien. Pour l'instant, après un jour de campagne, je le rappelle, la campagne vient de se lancer, on est à 850 backers, 80 000 $ d'engrangés, enfin euros. Du coup, c'est financé. Il reste 12 jours avant la fin de la campagne. Malheureusement, comme souvent avec les campagnes de Board and Dice, surtout les campagnes de deluxification, il n'y a pas de VF pour le moment en tout cas. Donc à voir par la suite si ce sera débloqué ou si on aura une version boutique de cette version deluxifiée, je ne sais pas. C'est pour 1 à 4 joueurs, donc il y aura bel et bien un solo bien sûr, 90 minutes la partie, et on parle ici d'un jeu compétitif avec essentiellement du set collection avec du draft, même si c'est pas écrit ici, mais également de la gestion de ressources, puisque en bon, comment ça s'appelle déjà, j'ai perdu le mot, en bon alchimiste, pardon, eh bien on va chercher à reprendre, à suivre les traces de Trismegistus, donc un grand mage, donc dans une réalité un petit peu alternative, parce qu'on est au 19e siècle, à une époque où il n'y avait plus déjà tellement d'alchimie, et donc on va chercher, bien sûr, comme tout bon alchimiste qui se respecte, à trouver comment dire, le mode d'emploi, pas le mode d'emploi, mais disons la recette plutôt, de la pierre philosophale. Et donc on est sur un jeu qui est à 7.6 sur BGG avec énormément d'évaluations, donc ça veut dire quelque chose. Quand il y a beaucoup d'évaluations, ça peut vouloir dire quelque chose. Quand il y en a moins de 100, généralement, je le mentionne même pas. Là, c'est quand même un jeu assez connu, assez classique maintenant désormais. Et je crois qu'il est aux alentours de 700, 800 au classement général de BGG. Donc ce qui en fait un jeu quand même assez bien évalué, même s'il n'a pas réussi à franchir ce petit palier qui lui aurait permis de passer dans le top 200, le top 100 par exemple. Hein. C'est un petit peu le classement que chacun voudrait avoir pour son jeu. Rentrer dans le top 100 BGG, c'est quand même une certaine forme de médaille d'honneur, on va dire.
Et donc, bah, vous le voyez ici, cette petite aperçu de ce que l'on peut s'attendre à avoir sur la table avec cette nouvelle version de Trismegistus. Bah, déjà d'abord, il saute quand même pas mal aux yeux, ce visuel. Il nous prend par surprise avec vraiment une très très belle DA, alors que c'est vrai que ne serait-ce que la boîte d'origine de Trismegistus, c'était quand même assez blanchâtre, mais pas très très joli. C'était très épuré, mais c'était pas forcément très trop à mon goût en tout cas. Là, la nouvelle version, c'est vrai que ça en jette pas mal, ça donne envie de tester. On aura donc chacun son propre petit labo, son propre atelier, on aura des artefacts que l'on pourra essayer enchanter, pardon. On aura plein de petites ressources qui seront à notre disposition et que l'on pourra essayer de transmuter notamment, hein, c'est de l'alchimie après tout, et on devra essayer donc de compléter cette recette de la pierre philosophale, ou à défaut de gagner plus de points que nos adversaires simplement. Points qui seront directement incrustés dans le plateau double, voire triple épaisseur d'ailleurs. Vous voyez ici, vous aurez le 2, le 3 ici, en fait des deux petites molettes que vous pourrez directement tourner sur votre plateau. Ça c'est hyper classe d'avoir son score directement incrusté dans son plateau personnel. On aura aussi le plateau double couche, voire triple couche encore une fois, donc c'est là-dedans que vous pourrez ranger des grimoires, parce que oui, c'est pas juste des dessins, c'est juste qu'il y a une petite bibliothèque incrustée dans votre plateau, et vous pourrez y glisser donc des petits manuels, enfin des grimoires quoi en gros. Voilà, alors pourquoi baquer maintenant? Bah d'abord parce que vous aurez une petite ristourne sur le prix théorique du jeu, 36% de réduction, mais bon, faut prendre en compte les frais de port et potentiellement la TVA par derrière qui font que finalement, bon, les 36%, on sait bien que ce sera pas exactement 36%. La nouvelle direction artistique qui est pour le coup vraiment très très belle, on aime ou on n'aime pas, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas elle est très réussie. Peut-être qu'elle est peut-être un peu plus tapageuse que la version précédente qui était beaucoup plus épurée, c'est vrai, mais moi je préfère éventuellement pour cette nouvelle version cet aspect visuel plus coloré, un peu plus pétant. La couverture, c'est vrai qu'elle est peut-être moins à mon goût au final. La précédente, je l'aimais pas trop parce qu'elle était trop blanche, celle-ci était trop colorée pour le coup, mais bon, je suis peut-être un éternel insatisfait, que sais-je après tout sur moi-même? Rien finalement. Nous sommes peu de choses. Je raconte n'importe quoi. Je dis de la merde, mais je suis fatigué, pardonnez-moi. Au-delà de ça, on a aussi, pour accompagner la campagne de Trismegistus, une version Roll and Write de Trismegistus qui est également disponible durant cette campagne, et le personnage de gauche, qui est asiatique, me fait méchamment penser à notre trésor national japonais qui est Miyazaki Hayao. Ça ressemble beaucoup, je trouve. Donc vous me direz ce que vous en pensez, moi je trouve que ça ressemble pas mal. Ensuite, il y a une nouvelle extension qui vient ajouter des animaux magiques dans le monde de l'alchimie de Trismegistus, et puis évidemment, comme souvent avec les deluxifications de Board and Dice, on aura bien sûr des composants deluxifiés à disposition dans tous les sens. Et puis aussi, j'ai failli le passer sous silence, mais c'est important de le signer, il y aura aussi un petit peu de retravail sur certains points de règles, sur certains éléments de gameplay pour une expérience un peu plus streamlinée, comme diraient les anglais, donc un peu peaufinée, pour le rendre encore meilleur. Voilà la couverture d'origine d'ailleurs, que vous voyez ici, et c'est vrai que le mage Trismegistus, il était pas hyper sexy, il vendait pas du rêve avec son petit chat noir sur les épaules, mais la couverture n'était pas vilaine, quoi, mais c'est juste, bon, ça me parlait pas outre mesure. La nouvelle, c'est vrai qu'elle est belle, mais je la trouve pour le coup un poil trop... Je sais pas si c'est trop coloré ou c'est juste que les personnages sont un peu trop cartoon, je sais pas exactement, mais bon, en tout cas c'est quand même joliment réalisé. Voilà, alors on regarde un petit peu ici le plateau, voilà, double épaisseur magnifique avec la bibliothèque, votre labo, votre atelier, avec les deux petites molettes de scoring directement incrustées. Je suis assez fan du scoring incrusté pour être tout à fait honnête. Voilà un petit peu les comparaisons avant-après, le plateau d'origine, votre plateau désormais, plus large, plus fonctionnel. Ensuite, ici, donc le plateau principal, on va dire, qui désormais est composé de différentes, je sais pas si c'est des cuves ou si c'est des fioles exactement, mais c'est quand même bien plus parlant, bien plus joli. Donc ouais, globalement, on est sur un jeu beaucoup plus joli que dans sa version d'origine. Ensuite, les composants deluxifiés, on aura de l'acrylique, on aura des éléments en bois pour les grimoires par exemple, etc. Donc tout est vraiment très 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 joli dans cette nouvelle version. On a un petit aperçu ici de tous les composants qui vous sont dévoilés un petit peu, et c'est vrai qu'on ça remet plein les mirettes, c'est quand même très très beau. Le how to play, on passe quand même très très brièvement, hein. C'est quand même un jeu assez connu, je pense pas qu'il y ait tellement besoin d'aller dans les détails, d'autant plus qu'on reste sur un plat principal et non sur un dessert malgré tout. J'ai pas eu le temps de le bosser suffisamment, j'ai jamais joué au jeu, ça fait partie depuis très longtemps des jeux que j'aimerais bien tester, mais c'est pas le cas. Donc on aura du draft de dés, on aura aussi bien sûr tout un tas de ressources qu'il faudra aller gérer et puis utiliser pour espérer
transformer, manipuler certains artefacts pour les rendre plus potents, comme on dirait en anglais, potent, donc pour les rendre plus puissants, on va dire. Donc c'est essentiellement cette gestion de ressources et le timing qui va de pair avec cette gestion de ressources qui va être super important là-dedans. On pourra bien sûr choper différents types d'objets, des artefacts, etc. pour rendre nos actions plus performantes et ainsi de suite. Donc bref, l'objectif final c'est quand même de faire de la transmutation et de trouver la recette de la pierre philosophale. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails, je manque un peu d'informations pour l'instant. Sachez que si vous n'avez pas encore testé la version originale, vous pouvez le faire sur Tabletop Simulator et ce sera même la nouvelle version que vous pourrez tester et éventuellement même comparer avec le jeu d'origine si jamais vous avez pu le tester. Voilà, ensuite le Roll and Write, je le mentionne mais bon en fait je passe outre parce que c'est quand même pas le cœur du sujet de cette campagne. Ça va être un Roll and Write assez fourni quand même, il y a quand même beaucoup de choses qui semblent être possibles. Bon, je sais pas, éventuellement c'est pas forcément un, comment dirais-je, le Roll and Write c'est pas un mécanisme que j'ai tellement envie de voir en catégorie expert. Voilà, je sais pas si ça vous parle beaucoup. J'en ai testé un ou deux. C'était le mur d'Adrien, je crois qu'on a testé une fois avec Xavier. Et ouais, c'était sympa, mais ouais, la catégorie expert, pour moi, se marie pas forcément hyper bien avec le Roll and Write, mais c'est un goût personnel. Là, c'est purement subjectif pour le coup. Ensuite, continuons. On va aller voir les rewards directement, les pledge levels, voilà. On a donc Trismegistus New Special Edition, 67 €. En vrai, c'est pas si cher quand on sait que, en termes de contenu, on a donc tout le Deluxe Upgrade Pack que vous voyez ici, donc avec des éléments en bois, des éléments en acrylique, le sac pour contenir le tout, etc. Les éléments de screen print en bois, donc quand même assez classe. Le contenu du jeu lui-même, enfin les composants plus normaux on va dire, sont hyper beaux aussi. Donc 67, c'est quand même plutôt accessible pour ce qui est proposé en termes de matos, d'autant plus que vous le voyez ici, hein, c'est 105 € le prix boutique théorique. Sinon on a un all-in pledge qui s'accompagne donc au-delà de ce qu'on a vu précédemment du petit jeu Roll and Write et ça vient donc ajouter une vingtaine d'euros, 22 € pour être tout à fait exact. Ensuite vous pouvez prendre aussi en add-on de ci de là quelques petits éléments de deluxification supplémentaires. Par exemple vous avez ici une tour de dés qui ressemble à une sorte de fiole d'alchimie hyper classe par exemple, le tout pour 9 €, c'est pas si cher que ça. Voilà l'édition, non pardon, New Edition Familiars, c'est l'extension Familiars qui n'est pas dans le all-in du coup si je me trompe pas. Ouais, je crois que pour le coup celle-là elle n'est que en add-on. Regardons quand même le all-in. Ah non, elle est là. Ok, j'ai pas dit de bêtises. Enfin, je me suis rattrapé, ça va. Elle est bien incluse dans le pledge all-in. Est-ce qu'elle l'est également dans l'édition de base? Là pour le coup non, donc il faudra le all-in si vous voulez cette petite extension avec les Familiars. Voilà, on va maintenant passer rapidement au shipping. Localisation, est-ce qu'on a du français? Malheureusement non, hein, j'avais dit en début d'intervention, mais non, il n'y a pas encore de français. Pourtant il y a de l'allemand, pourtant il y a de l'espagnol, pourtant il y a de l'italien. C'est quand même typiquement un jeu qui devrait pouvoir trouver son chemin vers les boutiques françaises également. Le marché espagnol et le marché italien, et a fortiori le marché brésilien, sont plus petits que le marché français, donc il y a quand même vraiment une belle opportunité pour un éditeur. Je pense que pour un éditeur comme Super Meeple, ça pourrait être vraiment intéressant par exemple. Shipping donc disais-je, Canada 19 €, Union Européenne 12 €, reste de l'Europe, donc Suisse par exemple 24, nous au Japon 35 €, bon pas de TVA certes, mais quand même 35 € de frais de port, ça picote un tout petit peu. Voilà donc pour cette nouvelle version de Trismegistus, 850 backers au moment où je m'enregistre, 12 jours avant la fin de la campagne, un jeu que j'aimerais beaucoup tester, de l'albaqué, bon je sais pas, peut-être, mais c'est pas la période, il y a un ou deux jeux qui m'intéressent un petit peu en ce moment et qui, si je devais backer, serait peut-être ceux que je choisirais avant de prendre Trismegistus. Je sais que Xavier s'intéresse pas mal au jeu aussi, donc bon, peut-être qu'il y a un espoir de le tester à terme malgré tout, on verra bien. Voilà donc pour Trismegistus New Special Edition. Celui-ci pour le coup est disponible en français, il s'agit de Principes, je ne sais pas exactement comment on est censé le prononcer. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est le nouveau jeu de Léo Solovieille, actuellement sur GameFound. C'est sa première campagne en tant que tel, en tant que lui-même sur GameFound, mais c'est pas son premier jeu.
il avait déjà sorti un jeu chez un autre éditeur. C'est mentionné quelque part, j'essaie de vous retrouver ça rapidement. Au pire, on retombera dessus durant la campagne, c'est pas bien grave, mais disons que c'est pas un auteur fraîchement arrivé sur le marché. Il a quand même déjà un petit peu d'expérience derrière lui. On retrouvera l'information plus tard, c'est pas grave. On est donc ici cette fois-ci au début du XIIIe siècle, en Pologne. Et eh bien, on est sur un jeu de contrôle de territoire. En gros, le royaume de Pologne est divisé entre différentes régions. Il faut un petit peu réunir, unifier le pays autour de sa personne. Donc on va incarner différents princes. On sera 1 à 4 joueurs autour de la table pour des parties d'environ 2 heures. Donc un jeu quand même un petit peu long. C'est un jeu de contrôle de territoire essentiellement, avec même la mention de 4X qui est mentionnée sur GameFound. Bon, avec aussi une grosse partie de gestion de ressources, comme aussi beaucoup de jeux de contrôle de territoire. On a quand même nos, comment dirais-je, nos bataillons, enfin bref, nos armées qu'il faudra gérer, et on est sur un jeu bien sûr compétitif qui a aussi une configuration à 2 joueurs qui apparemment est satisfaisante. Bon, c'est rarement la configuration idéale pour ce genre de jeu là, mais en tout cas apparemment c'est jouable également à 2 joueurs. Ce sera disponible donc en français. C'est assez marrant la thématisation de ces localisations ici. On nous dit qu'il y aura potentiellement de l'espagnol, il y aura du français, de l'anglais, du polonais et de l'allemand, mais avec les noms un petit peu anciens, Gallica, Anglica, Polonica, Germanica. C'est un petit peu drôle de présenter ça comme ça. Alors du coup, un petit aperçu de la présence sur table avec les plateaux individuels que l'on voit ici, le plateau central avec les différentes régions qu'on voit séparées par ces petits pointillés de couleurs. Donc c'est plutôt assez joli ma foi. Là pour le coup, la note BGG, on s'en fout parce que le jeu n'est pas encore sorti, donc ce ne sont que des testeurs, et les testeurs ont peut-être ce petit biais cognitif de mettre des notes un peu plus élevées que le jeu ne le mériterait potentiellement parce qu'ils ont été choisis pour participer au test, etc. Donc là vraiment la note BGG, pas trop à prendre en considération a priori. Alors, dans la boîte, vous aurez en gros tout ce que vous apercevez ici. Bon, là par contre, on est sur un matos qui a l'air d'être relativement clean, certes, mais on n'a pas de double épaisseur, j'ai l'impression. C'est plus classique, on va dire. Plein de petites tuiles de progrès, parce qu'il y a une sorte de petites facettes, quasiment jeu de civilisation, avec une sorte d'embranchement, comment dirais-je, technologique, qui nous permettront d'améliorer un petit peu nos capacités, de rendre nos actions un peu plus efficaces également. Pas mal de petites figurines, bon, elles sont pas vilaines, elles font le job, mais elles sont pas époustouflantes non plus. En même temps, j'ai envie de dire, c'est pas tellement le but, j'ai l'impression, de ces miniatures-là. Ensuite, 112 cartes, là aussi par contre avec une DA un petit peu stylée époque. J'aime bien, ça apporte une petite touche d'authenticité au jeu, c'est plutôt cool. Ça me plaît plutôt pas mal. Je trouve que en tout cas c'est raccord avec ce que le jeu tente de faire thématiquement parlant, donc là-dessus il n'y a pas de problème du tout. On aura des cartes de combat, des cartes d'histoire, des petites cartes d'événements si mes souvenirs sont bons également. Pas mal de choses assez intéressantes à ce niveau-là également, au niveau de la gestion de main, du timing où l'on va jouer ces cartes, etc. Ensuite plein de petits tokens, encore une fois plutôt très classe pour le coup. Les pièces qui sont en carton, mais il y a peut-être un élément de l'explication, j'ai oublié entre temps. J'ai checké celle-ci il y a 3-4 jours, j'ai un peu oublié entre temps, mais il y aura peut-être des pièces de métal potentiellement dans un pledge deluxifié. Et puis bien sûr le plateau central qu'on a aperçu tout à l'heure. Ensuite, là on a Exploratio qui est quoi d'ailleurs? J'ai oublié ça, je l'avais pas vu la dernière fois je crois. Ça doit être une sorte de micro-extension qui vient rajouter un tout petit peu de matos pour approfondir un petit peu le gameplay. J'ai l'impression que c'est ça, ouais, une petite extension. Ensuite, Principes Emendatio, encore une fois une sorte de petite extension, mais cette fois-ci de deluxification, j'ai l'impression, parce qu'on aura des figurines supplémentaires avec des châteaux, des abbayes et des tiltyards. Tiltyards, je vois pas très bien ce que c'est. Ça me dit rien. Là, pour le coup, mon anglais est un petit peu lacunaire. Alors, pour les pledges, on a donc le Knight's Pledge, qui est le pledge de base à 75 €. Ensuite, celui qui est un peu mis en avant, c'est le Princess Pledge, qui va donc vous proposer de mettre la main sur le jeu de base, l'extension, et donc bel et bien un set de pièces de métal pour un peu deluxifier votre expérience. Donc les pièces de métal un peu plus classe, c'est vrai que les pièces de carton, bien évidemment. Et sinon, on a le all-in, le King's Pledge à 210. On fait quand même un bond assez impressionnant. On est passé du simple au double, voire même plus du double pour le King's Pledge,
avec donc l'extension Exploratio, l'extension Emendatio qui n'était pas dans le pledge précédent, les pièces de métal bien sûr, et ensuite un tapis de néoprène, un tapis de dés, card holders, donc des soutiens, des supports pardon, de cartes pour un petit peu plus de luxifier qu'autre chose, qu'en réalité une main, voire deux, ça suffit. Mais c'est vrai qu'un petit repose-carte, c'est quand même agréable. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Il y avait Playing Cards, ok, un set, enfin une sorte de deck de cartes pour des jeux classiques, mais à l'effigie de Principes, ouais, c'est assez cool, pourquoi pas si on est joueur de jeux de cartes. Et puis Card Sleeve, donc des protège-cartes suffisamment, en quantité suffisante pour protéger l'ensemble des cartes du jeu. Voilà, le tout étant disponible d'ailleurs en add-on à la carte si vous le souhaitez également. Voilà, alors oui, donc One Man Self-Publishing Passion Project. Ok, alors donc du coup, qu'est-ce que tu avais fait déjà avant? Oui, Brett Valda, c'est ça. Brett Valda qui était publié peut-être, c'était pas par Phalanx, je ne sais plus, mais c'était bien Phalanx, je sais plus exactement, vous me direz si je me trompe dans les commentaires éventuellement, mais c'était déjà un jeu avec une forte vocation historique, avec une, comment dirais-je, une thématique assez incrustée dans l'histoire européenne déjà. Alors, on continue. Malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de vidéo en français, alors que Easy Board Games, il parle français et pourrait faire des vidéos en français, mais il a raison, c'est lui qui a raison. Il fait des vidéos en anglais et du coup, il prend plus de public que nous. Et oui, parce que nous, si on faisait des vidéos en anglais, on pourrait aussi avoir une communauté un petit peu plus importante. Mais bon, on a fait le choix de parler en français malgré tout. Alors, continuons, donc pas de français, j'ai l'impression. Non. Bon, non, écoutez, éventuellement, Easy Board Games, si tu passes par là. Ah, bah si, je dis une bêtise. Il y a quand même le Meeple Reporter qui a fait une vidéo en français sur Principes. Et bah écoutez, j'irai la voir parce que je suis un petit peu curieux quand même de ce jeu, même si c'est typiquement pas un jeu que je backerais, mais je suis assez curieux quand même. Donc voilà, à voir. Mais ouais, j'allais dire Easy Board Game, si tu regardes cette vidéo, parce que je sais que tu parles français, fais-nous une vidéo toi aussi en français, fais-nous une chaîne bilingue, parce que j'aime bien ton style en anglais, mais si tu pouvais retranscrire ça en français, ce serait encore mieux, bien évidemment. Ensuite, le shipping Union Européenne sera 14 jusqu'à 24, et 8 si vous prenez le tapis de néoprène. Donc de 14 à 24 en fonction du pledge que vous avez sélectionné. Pour les Suisses, ce sera 16 à 30. Pour nous qui sommes en Asie, ce sera 41 à 81 frais de port. C'est assez piquant là pour le coup. Et puis pour nos amis canadiens, québécois, 35 à 65 euros. Ça aussi, c'est assez élevé en termes de frais de port. Donc pour ce qui est de Principe, actuellement donc sur GameFound, avec quand même près de 2400 backers, 377 000 euros d'engrangés pour l'instant, 18 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne tout de suite avec Maglev Maps Expansion Volumes 1 and 2. En fait, il s'agit d'une extension, même de deux extensions, pour Maglev Metro, qui est un jeu sorti par Bézier sur Kickstarter déjà à l'origine. Il y a déjà assez longtemps maintenant, hein. Maglev Maps, Maglev Metro, et c'était peut-être pas la première campagne d'ailleurs, celle-ci déjà à l'époque. Et si... Ah merde, je me suis trompé, mauvais clic. On revient en arrière tout de suite. Je ne me ferai pas de montage. On s'en fout. La flemme. Donc, retrouvons. Est-ce que la première campagne datait de plus avant encore? Peut-être pas, en fait. Ah, c'était peut-être bien la première, celle qu'on a vue tout à l'heure, qui est donc ici. Alors, c'était quand, ça? Juste par curiosité. 2022. Ça remonte déjà quand même à 3 ans. Bref, quoi qu'il en soit, Maglev Metro revient sur Kickstarter pour une nouvelle campagne. Pour rappel, on est sur un jeu où l'on va construire un maillage urbain de trains, de métro à travers différentes villes, parce qu'on a pas mal de maps, de cartes qui vont modifier le gameplay, hein, sur des petits ajouts ou retraits de règles de ci de là en fonction de la carte que l'on va jouer, et du coup le jeu peut s'enrichir d'énormément d'extensions à l'avenir, et c'est le cas avec cette nouvelle campagne pour les volumes 1 et 2 d'extension de map pour Maglev Metro. Pour l'instant la campagne se porte pas mal, même si c'est pas éblouissant, on est à 700 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne, c'est largement financé. En même temps, le seuil de financement était absolument ridicule, 880 €, il y a un peu de foutage de gueule quand même. Mais bon, Maglev Metro, donc The Future of Train Games, on est sur un jeu créé par le patron de Bézier Games, d'ailleurs, qui est lui-même auteur de jeu à l'origine, et qui avait lui-même participé à la création de plein d'extensions pour, c'était pas Age of Steam, un truc comme ça, bref,
une des références en la matière de jeux de train, et donc il a fait son jeu de train idéal qui peut s'enrichir de multiples extensions à travers le temps, et c'est Maglev Maps. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les Maglev, c'est les trains à sustentation magnétique, je crois qu'on sait ça en français, hein. Magnetic Levitation, je crois en anglais, d'où le Maglev. Je crois que c'est sa sustentation magnétique. Bref, un peu le futur des trains. Et le jeu est, en plus de ça, assez joliment deluxifié. On va voir ça par la suite. On est sur un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour 60 à 90 minutes la partie, et c'est pour 15 ans et plus, mais en réalité, bon, c'est un âge un peu étrange, parce que généralement, c'est plutôt 14 ans et plus, 12 ans et plus, 10 ans et plus. 15 ans et plus, c'est un petit peu bizarre, je trouve, mais bon, je pense que c'est aussi parce qu'on a des éléments qui sont potentiellement un petit peu dangereux pour les enfants. Là, on a des petits trains en métal, par exemple. Bon, je sais pas exactement, vous me direz éventuellement si vous en connaissez, si vous connaissez les raisons de ce 15 ans et plus. Enfin, c'est en différenciation un petit peu avec le 14 ans et plus qu'on a habituellement. Bon, on s'en fout en même temps, c'est pas très important. Alors, donc, Introducing Maglev Maps Volume 2, donc deuxième extension de map pour Maglev, avec cette fois-ci de nouvelles villes à aller explorer. Il y aura 6 nouvelles maps dans cette extension. Il y aura aussi des passagers upgradés, eux aussi, avec des meeple screen print du plus bel effet. On aura même de nouveaux mécanismes qui viendront s'incorporer au jeu, avec la nanotechnologie, mais également la téléportation, donc pas mal de trucs assez intéressants sur le papier en tout cas. Et ils le disent lui-même, hein, c'est a whole game system, donc oui, c'est pas juste un jeu Maglev Metro, c'est vraiment un système de jeu qui peut s'enrichir de plein d'extensions à l'avenir. On aura des plateaux double épaisseur, on aura même des tuiles en acrylique, super classe, des trains en métal. Bon là, vous sentez déjà venir le prix un peu exorbitant, parce que oui, tuiles en acrylique, plateau double épaisseur, train en métal, il y a quand même pas mal d'éléments déjà de deluxification assez importante, et puis des plateaux triple couche en plus de ça. Donc ouais, ça va forcément coûter assez cher, bien évidemment. Maglev Metro, c'est un jeu qui est extrêmement bien coté, sur BG il est très bien noté d'ailleurs. Et puis pour les nombreux amateurs, même si c'est une niche de jeux de train, Ted Alspach apparemment c'est quand même un peu une référence en la matière, même si au-delà des jeux de train, il avait aussi pondu Castles of the Mad King Ludwig, je crois que c'est ça le titre complet, et puis Suburbia par exemple également. Alors, continuons, on voit ici le jeu de base, la première extension, la seconde, et ça fait un panorama qui se connecte. Ça n'a pas une grande importance, mais c'est toujours intéressant. Pour rappel, dans le volume 1, on avait Londres, on avait Paris, on avait des bases lunaires, on avait Mars, on avait des monorails, et puis on avait une carte Max, là pour le coup ça me parle un petit peu moins. Et dans le volume 2, qu'est-ce qu'on aura donc de nouveau? On aura Chicago, on aura Barcelone, on aura un train fantôme, on aura le Outback, qui est un peu la Cambrousse australienne, si mes souvenirs sont bons. On aura l'université de la nanotechnologie, et puis on aura l'usine Nanobot Inc. apparemment. Donc pas mal de maps assez radicalement différentes les unes des autres. Et on a un petit aperçu de chacune d'entre elles, ici présent avec Barcelone, avec Chicago, avec le train fantôme, l'usine de Nanobots Inc., l'université de la nanotechnologie, et donc le Outback australien, je crois en tout cas. Les pledges, du coup, vous en doutez bien, ça va coûter un petit peu cher. L'extension, Experience One Set of Two Expansion Maps, donc c'est 40$ pour les extensions, sachant qu'une extension apparemment c'est Chicago plus Barcelone, Nanobots plus Nanotech, Ghost Train plus Outback, c'est-à-dire qu'une extension en fait c'est 2 maps et non pas les 6. Apparemment ça a l'air d'être ça, hein, ouais, on voit ici Nanobots, Nanotech, par exemple c'est 40$. Donc ne serait-ce que pour 2 maps, ça picote déjà quand même pas mal. Ensuite, on a un pledge à 90, c'est le Steam Pledge Level, 90$ pour Maglev Maps Expansion Volume 2. Là, c'est toutes les extensions de cette campagne, en gros, hein, toutes les nouvelles extensions, j'ai l'impression. C'était le Steam Pledge, ouais, c'est ça, Steam Pledge, 90$. Ouais, ça, je pense que c'est toutes les extensions de cette nouvelle campagne. Sinon, on a le Diesel Pledge Level, 140$ pour avoir le jeu de base. Quand même, c'est important s'il ne l'avait pas, plus l'extension donc numéro 2 des maps que l'on vient de voir juste avant, et puis sinon le Electric Pledge Level à 180, c'est un petit peu le all-in j'ai l'impression, même peut-être pas d'ailleurs, hein, puisqu'on a le volume 1, volume 2, mais peut-être pas le jeu de base dedans. Ouais, c'est ici, Maglev Pledge Level, 230$ pour avoir la totale, le jeu de base, les 2 extensions, ouais, donc là on est sur un gros pledge, avec les trains en métal, etc. Donc là c'est quand même assez cher, il faut bien le reconnaître, mais il y a quand même une assez forte rejouabilité et une grande modularité aussi sur celui-ci. Donc encore une fois,
Je l'ai répété à plus nombreuses reprises aujourd'hui encore. Ça fait partie des jeux que j'aimerais bien tester un jour, mais de là à franchir le pas du bac, non. C'est pas une thématique qui me parle outre mesure, mais c'est vrai que le jeu a très bonne réputation et j'aimerais bien le tester un de ces jours si l'occasion m'en est donnée. Si c'est pas le cas, je m'en formaliserai pas, c'est pas non plus un jeu qui m'attire tant que ça. Mais pour sa seule réputation, quand même, par curiosité, essayez. Le shipping. Canada, 23 jusqu'à 60 dollars, j'imagine. Ouais, c'est en dollars américains. Donc 23 à 60 dollars américains de frais de port pour le Canada en fonction du pledge que vous allez choisir. Pour l'Union Européenne, 10 à 50. La fourchette est assez large. Et puis pour nous qui sommes au Japon, ce serait du coup Rest of the World, j'imagine. Rest of Asia. 15 à 50 dollars également de frais de port pour un jeu qui devrait théoriquement nous parvenir en juin 2026. Voilà donc pour ce qui est de la campagne de Maglev Maps Expansion Volumes 1 and 2, 703 contributeurs, 67 000 € d'engrangés. Pour l'instant, 25 jours avant la fin de la campagne. Une fois n'est pas coutume, le dernier plat de la semaine, c'est sur Ulule. Et je crois bien que c'est la première fois en réalité que ça arrive. Italia 1497, le jeu de plateau historique qui trouve son chemin vers les plats principaux de la semaine. Et comme je les classe toujours par ordre croissant des jours restants avant la fin de la campagne, Ulule c'est toujours des campagnes très très longues, donc bien sûr il se retrouve en dernière place de ce menu crowdfunding. Pour l'instant le jeu se porte plutôt pas mal, 191 contributions sur Ulule. Pour un jeu de société, c'est plutôt pas mal du tout. Il reste 36 jours avant la fin de cette longue campagne qui s'est lancée la semaine dernière, donc oui, je sais que je place un jeu qui théoriquement est sorti la semaine dernière, mais je me sentais pas de passer sous silence cette petite campagne quand même assez classe pour Italia. On est sur un jeu pour 1 à 5 joueurs, des parties de 60 à 90 minutes, et c'est à partir de 10 ans, ce qui en fait un jeu plus accessible qu'on ne pourrait le penser de prime abord. C'est pas un jeu expert, on va dire c'est un jeu familial plus, / initié en gros. Et le jeu est déjà financé avec 12 745 € pour l'instant. Et bien sûr, est-il nécessaire de le préciser, version française, on est sur Ulule. Bon, ça semble quand même relativement logique. Et même si c'est le dernier projet de la semaine sur le menu crowdfunding et qui est plus dans les menus, enfin dans les plats principaux de cette semaine, en réalité, vous le savez, moi quand un jeu est sur Ulule, je le présente pas en long, en large et en travers parce que tout est en français. Vous avez toutes les informations devant vous, vous n'avez pas tellement besoin de moi, ne serait-ce, c'est pas du tout l'extension que je cherchais, si ce n'est, c'est ça que je voulais dire, si ce n'est pour trouver l'existence du jeu actuellement sur une campagne de financement telle que sur Ulule, GameFound, Kickstarter et compagnie. Donc voilà, Italia, il est actuellement sur Ulule, sachez-le. Pour le reste, allez-y. Vous êtes en 1497, le roi de France, Charles VIII, vient d'échouer à conquérir le royaume de Naples, mais cet échec ne sonne pas le glas des ambitions françaises, il n'est que la genèse d'un siècle de guerre qui s'apprête à secouer l'Italie et abandonner celle-ci aux ambitions des grands souverains européens. Le tout avec une DA assez unique pour le coup, les personnages qui n'ont pas vraiment de visage, qui n'ont pas d'éléments vraiment distinctifs qui permettraient de les isoler les uns des autres. C'est assez particulier, mais thématiquement je trouve que c'est quand même plutôt dans un style qui respecte la thématique un petit peu ancienne, un peu moyenâgeuse on va dire. Donc ouais, pourquoi pas, de ce point de vue là, ça me dérange pas. On pourra incarner le royaume de France, le royaume d'Espagne, le Saint-Empire romain germanique, l'Empire ottoman ou encore les États pontificaux, ce qui fait 5 factions alors que c'était pour... oui, c'était pour 1 à 5, je pensais 1 à 4, mais non, c'est bien 1 à 5, donc pas de problème à ce niveau-là. On peut forcément imaginer qu'il y aura de l'asymétrie entre les factions, et oui, je vous le dis, il y aura bien sûr de l'asymétrie. Le royaume de France, par exemple, aura une cavalerie lourde, l'Espagne aura une imposante flotte, l'Empire romain germanique aura des lance-quenets, l'Empire ottoman aura des corsaires, et les États pontificaux, eux, auront un gameplay apparemment assez unique. On incarnera la papauté, donc on n'aura pas forcément les mêmes, comment dirais-je, les mêmes capacités militaires, mais on aura d'autres avantages à faire valoir dans la bataille. Voilà, je passe le reste assez rapidement. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est un jeu avec une campagne en français, vous pouvez partir à la pêche aux informations par vous-même, mais voilà, je voulais juste faire un petit passage rapide sur la page de Italia 1497 parce que ma foi c'est un joli petit projet. Bon, on pourra éventuellement pinailler un petit peu en disant que la map est pas super immersive, c'est pas très joli, c'est vrai, mais bon,
J'aurais tendance à pardonner plus facilement un petit éditeur qui se lance sur Ulule comme ça, un petit peu sorti de nulle part. Peut-être que c'est pas pour de bonnes raisons, mais ouais, je trouve quand même que le jeu présente quand même relativement bien. C'est vrai que pour les plateaux individuels, ici on le voit avec le Royaume de France par exemple, on aurait aimé avoir du double épaisseur, parce que c'est vrai qu'au moindre faux mouvement, les cubes sur les frises, ils vont dégager, c'est sûr. Et c'est vrai que depuis quelques années, le double épaisseur s'est un petit peu démocratisé. Maintenant, on fait difficilement 100 quand il y a une frise avec un cube qui se déplace dessus. C'est le risque de voir tout partir un petit peu à volo assez rapidement dès qu'il y a un mauvais geste, un éternuement, que sais-je encore. Bref, ce ne sont que des pinaillages, mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir un double épaisseur là-dessus, quoi, clairement. Les contreparties rapidement, première lame, jeu de base, 54 €. Bon, ça reste relativement accessible. Maître de guerre à 75 €, ça vient ajouter un tapis de lancer de dés, une pochette deluxe que l'on voit ici, une illustration au format carte postale, bon, et tous les paliers atteints durant la campagne. Ensuite, on a à 250 Alliance ST, c'est 6 jeux de base. Bon, là, c'est plutôt un pledge boutique, j'ai envie de dire. Il y avait un Early Bird, il est désormais terminé, donc il n'est plus accessible. Et puis pour les frais de port, pour la France, ce sera 5 à 7 €. Pour la Belgique ou encore la Suisse, ou le Canada également, 7 à 9 €. Et pour le reste du monde, 10 à 15 €. C'est quand même très très abordable. Même nous au Japon, on s'en sortirait pour 10 ou 15 €. C'est quand même pas trop exagéré à ce niveau-là. Il a bien négocié ses frais de port. Voilà donc pour ce qui est de Italia 1497, le jeu de plateau historique. Près de 200 contributeurs au moment où je m'enregistre, 36 jours avant la fin de cette campagne. C'est tout donc pour ce menu crowdfunding, le 177e si mes souvenirs sont bons, le premier depuis mon retour du Tokyo Game Market où j'ai fait donc de nombreuses acquisitions dont je vous parlerai très bientôt sur la chaîne, seul pour le pourboire et déboire et un petit peu avec Xavier pour notre résumé mensuel de ce qu'on a sorti au cours du mois précédent, parce que j'en ai déjà testé 5 au moment où je m'enregistre, et peut-être encore un ce soir ou demain, je ne sais pas exactement. Du coup, merci de m'avoir suivi sur ce nouveau menu crowdfunding. Je pense que dans la deuxième partie, j'ai pas mal bafouillé. Hein, la fatigue s'accumule un tout petit peu, mais quand même, faut pas déconner. Bref, on se retrouve très bientôt sur la chaîne des Ludovores pour encore plus de nouvelles découvertes en crowdfunding. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vos proches. À la prochaine.